Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin du Boufflocage. Aujourd'hui, on se trouve pour le troisième épisode de LBI. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Fiodo sur la chaîne. Donc Tom, je vais laisser rapidement te présenter. Il me faut nom, prénom, âge, ton joueur préféré et ton poste. Alors Tom Fiodo, j'ai 23 ans et je joue défenseur, latéral droit ou défense centrale. Et mon joueur préféré, je dirais Thiago Silva. Ça Ouais, marche. Thiago Silva. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier souvenir dans le foot? Tout premier souvenir, bah déjà c'est dans le club dans lequel j'ai commencé, donc le club d'à côté de chez moi, au Pèlerin. Et ouais, là-bas, premier souvenir, je me rappelle quand on avait ouais, 9-10 ans, 8-9 ans. On avait une belle génération à l'époque dans notre club. Et non, ouais, plutôt de bons souvenirs dans ce club-là, étant jeune. Ok. Et c'est quoi qui t'a donné envie de signer au Pèlerin? C'est tes parents qui t'ont inscrit au foot ou c'est toi qui avais envie de faire du foot? Ouais, bah, un peu, ouais, bah, surtout moi, je pense. Parce que si j'avais fait un autre sport, mes parents, je pense qu'ils m'auraient inscrit autre part. Mais c'est ouais, j'avais envie de faire du foot dès le plus jeune âge avec un ballon au pied. Mon grand frère, il faisait du foot aussi. Mon père aussi. Donc, ouais, naturellement, j'ai voulu faire du foot, quoi. À quel moment tu t'es dit dans ta carrière, enfin à 9 ans du coup, au début de ta carrière, que tu t'es dit que tu avais peut-être un petit reculus par rapport aux autres, au niveau du talent, je sais pas, par rapport au foot? Bah, un truc en plus, je sais pas, mais en tout cas, je sais que quand on était petit, justement au Pèlerin, le club où j'ai commencé, euh, souvent j'étais surclassé avec un autre joueur à l'époque avec qui je jouais, Malo Sergent, il se reconnaîtra. Et non, ouais, souvent on était surclassé, des 8, U9 avec les générations du dessus, donc on s'est dit, enfin on se disait trop rien, je pense à l'époque, mais on s'est dit juste que bah, qu'on aimait bien taper dans la balle et puis que ouais, c'était. Ouais. Est-ce que tu as des coachs qui t'ont dit que tu avais peut-être des qualités supérieures à tes coéquipiers? Ou pas du tout? Non, non, non. Bon, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Ouais, Non, je pense pas parce que quand tu es à l'époque, quand tu es tout jeune, tu penses pas trop forcément aux trucs comme ça. ouais. Tu fais juste plus du foot pour la passion, juste parce que tu aimes bien ça. Donc, ouais, je pense pas qu'à l'époque, c'était trop dans la tête le fait de tu sais, vouloir forcément être pro, percer ou est-ce que j'ai un truc en plus et tout. Mais voilà. Ok. T'es repéré à l'âge de 9-10 ans au FC Nantes. Est-ce que tu te souviens de ce moment où c'est quelqu'un qui vient te voir ou ça se passe comment? Alors c'était un match, on jouait contre Boye. Le Pèlerin contre Boye, c'était un derby à l'époque. Et c'était un week-end où il y avait une pluie énorme, donc il y avait beaucoup de matchs de suspendus. Presque tout le département, il n'y a personne qui jouait. Et je me rappelle que le seul match qui se jouait ce week-end-là, c'était notre match. Et donc le hasard qui fait qu'après, mon père, à l'époque, il était dans le club du FC Boye. Là, on jouait le match là-bas, en fait. Et il y a un recruteur qui était là-bas, du FC Nantes, et qui allait parler à mon père pour demander si c'était bien mon père et qu'il voulait parler un petit peu de la suite, enfin, juste pour savoir si je pouvais venir faire quelques entraînements au début. Et puis après, je suis venu ouais, une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, le mercredi. Et puis après, quelques mois après, une fois toutes les semaines, tous les mercredis, puis après faire des tournois. Puis à la fin de l'année, ils m'ont demandé si je voulais juste tout simplement venir Ok. rejoindre le club pour l'année suivante, donc en U10. Et ouais, c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Et il se passe quoi dans la tête d'un gamin de 9 ans qui rejoint un club pro? Parce que je pense que le club enfin, que tu kiffes à cet âge-là parce que c'est le club de ta ville. Du coup, il se passe quoi dans ta tête? Ben, comme tu dis, ouais, le club de la ville, donc ouais, des étoiles un peu plein les yeux au début. Et les parents aussi super contents. Donc au début, les entraînements, ça se passait bien et c'était un peu bizarre dans le sens où il y avait beaucoup de joueurs en fait qui étaient à l'essai. Des joueurs comme moi qui appartenaient pas au club, mais qui venaient à l'âge de 9 ans. Des joueurs par exemple qui jouaient à Bellevue, d'Autun-la-Chapelle, des choses comme ça, et des clubs comme ça, et qui en fait on venait tous à l'entraînement. Et tu n'avais presque aucun joueur du club. Et donc en fait rapidement tu te dis que il y a pas une concurrence, mais tu sais que, Ok. que ça va jouer entre toi et lui, entre guillemets, même si à 9 ans, tu ne le dis pas trop, mais tu sais quand même. Est-ce que à cet âge-là, tu as de l'exigence au niveau du club? Parce que tu rejoins du coup la saison d'après le FC Nantes. Est-ce que à cet âge-là, tu as l'exigence? Est-ce que tu as douté de toi à un moment? Non, il y a pas d'exigence. C'est vraiment juste le plaisir de jouer au foot, la passion. Et ouais, quand tu es petit, tu veux juste jouer au foot avec tes copains. Donc, ouais, non, il n'y a pas encore ce truc-là de l'exigence ou de pression. Parce que c'est que des mecs en fait, avec qui tu joues, que tu connais et tes copains. Donc,
Donc ouais, c'est plus ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué au FC Nantes je sais pas, les infrastructures, l'encadrement, l'ambiance est-ce que ça t'a, par rapport au pèlerin, t'as vu un changement quand même? Ouais, bah, je dirais bah, surtout les infrastructures. Ouais. Ouais, les infrastructures, vraiment un gros changement où bah, les infrastructures d'un club professionnel, tout simplement. Même que ce soit pas le côté pro, mais le côté même centre de préformation à la Genolière, là où il y a le centre d'entraînement. C'est même, tu vois que déjà les terrains, tu as 3-4 terrains, les vestiaires, bah, tu en as plein, c'est pas les mêmes. Et donc, ouais, ça change. C'est plus ça au début qui marquait. Ouais. À quoi ça ressemble de grandir dans un club pro comme le FC Nantes? Ton rythme de vie, ça se passe comment? Enfin, à cet âge-là, du coup, t'es encore à l'école Ouais. ou... Bah, en fait, ouais, quand j'ai intégré le FC Nantes à l'âge de 10 ans, j'étais toujours en fait en primaire bah, de la commune où j'habite, donc au Pèlerin. Et au collège, c'était pareil. J'avais fait 6e, 5e au collège d'à côté de chez moi. Et à partir de la 4e, je suis parti au Pôle Espoir. Donc c'est à Saint-Sébastien, donc j'ai dû intégrer le collège de Saint-Sébastien. Et puis après, ouais, j'ai fait le lycée du Sens au centre d'entraînement de la Genolière. Donc ouais, bah, surtout beaucoup de déplacements. Avec Ouais. la route, le pèlerin, tu vois, c'est à 30-35 km de la Genolière, donc ça fait quand même beaucoup de kilomètres tous les jours. Donc ouais, quand j'étais jeune, mes parents, ils ont fait beaucoup de déplacements. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour m'emmener. Donc ouais, c'est plus les souvenirs que j'ai de quand j'étais plus jeune, tu vois, en primaire ou même au début du collège, c'est vraiment beaucoup de déplacements. Ok. C'est quelque chose qui a pu freiner tes parents ou pas dans le fait de t'emmener ou pas? Ou pas du tout? Ouais, non, justement, ça n'a jamais freiné. Et, Ça n'a jamais été un... ouais, non, ça n'a jamais freiné. Ils ont fait énormément d'efforts et très appréciable. Non, franchement, ils ont, ils ont mis toutes les chances de mon côté, on va dire, pour que je puisse rater aucun moment en fait là-bas, parce que à l'époque, quand tu es tout jeune au FC Nantes, c'est comme un rêve de gosse Oui. de jouer pour le club. Donc ils ont vraiment voulu que je rate aucun moment, que je profite de l'expérience à fond, et ils ont toujours fait les efforts. Donc non, ouais, super. Est-ce qu'il y a des valeurs que le FC Nantes t'a transmises sur ou en dehors du terrain et que t'as encore maintenant Je dirais je dirais sûrement l'exigence qui arrive plus tard quand tu arrives en préformation ou au centre de formation. Ouais, l'exigence et le professionnalisme, on va dire, Ok. qui t'apprennent. Ils t'apprennent ça assez jeune quand même. Ouais, assez jeune. Donc je pense que c'est surtout ça que j'ai retenu et que j'ai gardé. Tu te parlais tout à l'heure de la concurrence qui était pas... Enfin, tu le sentais pas forcément, mais tu savais qu'il y en avait entre les petits. Est-ce que plus tu avançais en âge et plus tu sentais qu'il y avait la concurrence, est-ce que ça te mettait la pression ou juste ça te motivait? Ouais, bah, plus plus tu avances en âge et plus tu vois que la concurrence, elle est là et elle est de plus en plus rude. Et en fait, plus tu avances en âge aussi, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, c'est là où le club peut recruter des joueurs de toute la France. Donc c'est là où tu as beaucoup de joueurs de Paris, ouais, de l'Île-de-France qui viennent, qui se dispersent un peu partout dans les clubs pro en France. Et donc tu en as pas mal qui viennent, qui sont venus au FC Nantes. Et c'est à partir de là où tu sens que le niveau il augmente, où la concurrence elle est plus là. Et c'est vraiment centre de formation, quoi. Ok. Donc ouais, la concurrence, je Ce dirais. centre de formation, c'est à partir de quel âge? C'est à partir de 16 ans. Et après, c'est compté comme... Avant, c'est la préformation? Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, t'as l'école de foot de, je sais pas, U6 jusqu'à U13. Et après, U14 jusqu'à U16, c'est préformation. Ok. Et ouais, après, du coup, centre de formation. À partir du 13? À partir de U16, Ok. centre de formation. Donc après, c'est quand tu rentres au lycée, du coup, c'est ça? Ah. Ouais, bah c'est ça, exactement. Ok. Et après, du coup, tu fais toute ta scolarité en lien avec le FC Nantes. C'est ça. Ok. Du coup, tu as fait quand même 10 ans FC Nantes, donc tu as vu pas mal de générations de joueurs. Est-ce que tu voyais des différences entre les différentes générations au fil que tu avançais toi? Genre chez les jeunes, quand tu arrivais à 16-17 ans, est-ce que tu as vu des différences que toi, tu n'avais pas à cet âge-là quand tu arrivais? Tu veux dire entre les générations Ouais. Est-ce que déjà tu côtoyais les jeunes à ce moment-là ou pas? Les jeunes. Bah, est-ce que quand tu arrives en U16, U17, tu continues à côtoyer les jeunes? Est-ce qu'il y a des... Ah, ok, dans ce sens-là. Ouais, bah tu continues à les voir parce que le centre de formation, il est assez petit, donc tu vois tous les vestiaires sont à côté en fait. Ok. Donc tu croises souvent les petits, puis comme je dis, il y a 3-4 terrains et où tu as peut-être 10 générations, quoi. 10 catégories, donc tout le monde s'entraîne un peu sur les mêmes terrains. Donc ouais, tu croises souvent les petits
Et non, ouais, tu gardes quand même un lien. Toujours, bah, tu sais qu'en fait, tu es passé par là où toi, quand tu étais plus jeune, tu voyais les grands, même s'ils avaient 2 3 ans de plus, bah, pour toi, Ouais. c'était les grands, tu vois. Tu rêvais d'être à leur place, tu étais un peu impressionné. Donc ouais, quand on croisait souvent les plus jeunes, les plus petits au club, que ce soit même les U6, les U8 ou même des U13, et bah, toujours, ouais, toujours à dire bonjour, à avoir toujours un bon petit mot. Enfin, juste même être là pour eux, ça fait toujours plaisir On t'a dans les déjà deux demandé des sens, quoi. photos? Non, 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 non. Non, en vrai, non, même pas, je pense, hein. Et tu sais que tu voyais aussi du coup les pros? Ouais, ouais, de temps en temps. De temps en Et temps. ça, toi, tu demandes des photos? En vrai, j'ai dû en demander une ou deux, ouais, je pense. J'ai dû en demander Des une ou joueurs que deux. tu kiffais Ouais, personnellement? ouais, ouais. À Ok. l'époque, ouais. Mais non, ouais, t'as le côté pro, en fait, au centre de formation. Et où nous, on s'entraîne jamais. C'est vraiment que t'as 2 terrains pro, les vestiaires. Ok. 2 terrains de foot pro et le vestiaire. Donc, c'est que pour la catégorie pro. Et nous, en fait, les jeunes, peu importe la catégorie, souvent, tu viens une fois par semaine ou tous les 2 semaines t'entraîner du côté pro. Où en fait, tu as une fosse comme un petit city, tu vois. Ouais. Et souvent, les catégories de jeunes, ils viennent faire un entraînement là. Donc, c'est là où tu as l'occasion de voir les pros de temps en temps. Ok. Et donc, ouais. Du coup, t'arrives en U17 Nation. Donc, c'est quoi? U16 R1 avant? Ouais, c'était ça, C'est toujours, de toute façon, U16R1. t'as toujours joué au meilleur niveau des catégories. Ouais, 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 c'est ça. U16 R1, U17 Nation. Là, vous faites une année qui est extraordinaire. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette année parce que c'est quand même champion de France sans perdre un match de la saison? Ouais, Est-ce que tu peux. Capitaine ouais, en plus? ouais, ouais, ouais. À l'époque, non, ouais, c'était une année inoubliable. U17, on commence super bien le championnat. Puis, comme tu dis, on a fini invaincu. Et puis après, avec les playoffs ou quart de finale, où on élimine Lyon, avec une grosse génération où ils avaient bah, même les Ryan Cherki, T'as joué contre Malo Cherki? Gusto. Ouais, en gros, c'était un 2003 avec Malo Gusto, mais ils étaient surclassés. Et donc, Ok. Ah, donc t'as joué contre Cherki et Gusto? ouais, et franchement, même les 2002, ils avaient une superbe génération. Et on jouait à Sopin en plus, le quart de finale, Ouais. où il y avait quelques supporters qui étaient venus, je me rappelle. Et non, ouais, super souvenir. Puis après, demi-finale, dans des stades, en fait, bah, des stades de National 2, même National. Donc non, ouais, c'était une année vraiment inoubliable. Et surtout, au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe sur le terrain, surtout en dehors, où avec l'équipe, enfin, il y avait vraiment des liens forts entre nous, entre les joueurs. Il y avait des gars dans l'équipe, on était peut-être ouais, entre 7 et 10. On était des joueurs qui étaient au FC Nantes depuis tout jeune, quoi. Ouais. Que Ouais, ce donc c'est soit des en copains en U10 France. comme moi ou des mecs qui sont arrivés même en U12, tu vois, U13, c'est quand même très jeune. Mm. Et donc non, ouais, c'était vraiment sur et en dehors du terrain une année mémorable. Est-ce que ça rajoute quelque chose d'être capitaine d'une équipe comme ça? Ouais, 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 non, franchement, des super souvenirs. Bah, le fait d'être capitaine, c'est sûr qu'avec le recul, sur le moment, je me disais pas. Enfin, tu sais, déjà, il n'y avait pas trop de pression. Oui. Parce que j'étais déjà un peu capitaine les années d'avant avec la génération. Donc, c'était plus, entre guillemets, tu vois, un peu la normalité. En humilité, quand même. Mais c'était un peu normal parce que les 2 3 années d'avant, j'étais quand même capitaine. Avec la même équipe du coup? Ouais, c'est ça, Oui, donc ça exactement. se suivait. Mais avec le recul, je me dis quand même que bah, c'est vraiment une bonne chose que ce soit arrivé. Et enfin, c'est des super souvenirs, quoi. T'as des joueurs cette année-là qui sont pros maintenant. Est-ce que t'as un de ces joueurs avec qui t'as joué qui t'impressionnait vraiment quand tu jouais avec lui? Et que ça te choque pas que maintenant il soit pro ou... Un joueur. Parce que tu vois, par exemple, Quentin. Quentin Merlin pour Ouais, ceux qui... c'était un mec, Quentin Merlin, c'est un gars de la même génération. Donc, pareil, qui arrivait au club, il avait 10 ans. Et tu vois, quand on a eu 17, quand on est champion de France, c'est le mec qui a la plus grosse carrière pour l'instant, je dirais, de Ouais. notre génération. Mais c'est pas le mec, tu vois, quand tu étais à l'entraînement, même en match, qui va forcément t'impressionner au point où tu te dis, le mec, c'est sûr, il va être pro, finir à Marseille et tout. Parce que c'est un gars qui avait un jeu en fait super simple. Et c'est pas forcément un jeu qui éblouit les gens, tu vois. Ouais. Mais il faisait super bien en fait. C'était un joueur super technique, super simple dans ce qu'il fait, mais il fait très bien. Donc c'est pour ça que ça marche. Mais je dirais, le joueur qui m'a impressionné, je dirais, de ma génération, je dirais Mohamed Hachi. Il joue à Rodez maintenant, en Ok. Ligue 2. Et c'est un gars de Bondy. Donc pareil, tu vois, il arrive en U16 au FC Nantes. Et ouais, non, je pense que c'est un joueur qui m'a pas mal impressionné. Par rapport à sa technique ou... Ouais, sa technique, son style de jeu.
Quand tu finis champion de France en U17, ça se passe comment après? Parce que tu parlais de play-off. Ça se passe comment ce truc-là? Après les demi-finales, les quarts, c'est le premier de chaque U17 nationaux qui s'affrontent? Ouais, en fait, en U17 Nations, tu as peut-être, ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être 8-9 groupes, Ok. en fait, en fonction de la région. Et le premier de chaque groupe se qualifie pour les playoffs. Et tu as 2 meilleurs deuxièmes, si je me souviens bien. Et puis après, directement, ça passe en quart, demi-finale. Donc un premier joue contre un meilleur deuxième souvent. Et des fois, tu as les premiers qui se rencontrent. Et puis après, bah, quart, demi-finale, Ok. classique, quoi. Et vous battez qui en finale? On bat Lille. Qui a On a un battu bon Lille. centre de formation aussi, ouais. Ouais, ouais, non, ils avaient une bonne équipe. Et on les a battus, je crois que c'était 5-3. 5-3 le score, donc plein de buts. Tu as plein de rebondissements dans T'as le quand même match. pris 3, toi? Ouais, ouais. Ah, les buts de casquette qu'on prend en plus, franchement. Mais non, ouais, Lille en finale. Ok. Donc là, tu clôtures une bonne année. Tu passes en. Vous faites pas U18 à Nantes? Vous n'avez pas U18, c'est direct Non, U18 ouais, Nation. c'est ça. Là, ça se passe comment l'année? Parce que du coup, tu sors d'une année où tu es invaincu, donc tu peux pas faire mieux que ça. C'est ça. Bah, le but, en fait, dans nos têtes, c'est de refaire la même, mais en U19 Nations. Parce qu'en Ok. fait, en U19 Nations, c'est le même principe. Tu as le championnat U19 Nations dans chaque région, et après, les premiers vont en play-off, etc. La même chose. Et en plus, tu as la possibilité de te qualifier en Youth League si tu gagnes Oui. le championnat de France. Donc ouais, non, il n'y a pas de U18, c'est directement l'U18, il joue avec le 19 Nations, donc tu es U19 première année, quoi. Et vu qu'on sortait de cette année en U17 où on avait gagné le championnat de France, où ça s'était bien passé, logiquement on arrive en U19 où tu as pas mal de joueurs de la génération qui commencent avec le U19, quoi, l'année. Ouais. Donc en fait, ils jouent directement titulaire, beaucoup de temps de jeu. Sachant que la génération du dessus, les 2001, c'était une petite génération, petite en termes de quantité de joueurs. Ils n'avaient pas trop de joueurs. Donc ouais, une grosse partie de l'effectif, c'était des 2002 en fait, ma génération. Donc la première année U19, comment ça se passe? Ça se passe bien, hein. Dans la continuité, on avait à peu près la même équipe. Donc moi, personnellement, tu vois, je fais la plupart des matchs, même tous les matchs. Et ouais, pareil au classement, ouais, on fait une bonne saison. Je sais plus si le Covid il arrive cette année-là ou l'année d'après. Non, ouais, en fait, on fait une bonne saison jusqu'au moment où il y a le Covid qui arrive. Et en fait, on n'a pas pu finir la saison. Et vous étiez premier à ce moment-là ou... On était de première égalité avec Angers. Et ça se passe comment? Du coup, ça gèle et Ouais, bah ça gèle et même bah, la saison n'a pas pu la terminer. il donc, l'annule? Ou pas du tout? Du coup, parce que sinon, t'aurais été qualifié pour les playoffs. ouais, mais du coup, en fait, comme la saison a été terminée, on Ouais. a repris peut-être un an après la saison, ou même 6 mois après, pour le début de l'autre saison. Du coup, en fait, c'est comme si c'était une année blanche. Ah, c'était un peu le bordel. Ouais, ouais, c'était. Ok. Est-ce que tu te souviens du coup, après la U19, tu intègres la réserve? Est-ce que tu as un souvenir marquant de ta réserve ou un déclic, un match En réserve, quand je suis arrivé en réserve, j'ai fait une saison blanche. Si tu veux, j'ai pas joué. dès le début? Ouais, dès le début. En fait, bah, j'ai fait U19 première année, après deuxième année en U19. Et après, bah, j'ai joué avec la réserve. Et non, ouais, donc j'arrive en réserve après, où là, bah, t'as un gros effectif, grosse concurrence, parce que t'as pas mal de joueurs qui s'entraînent en fait avec les pros. Des mecs comme par exemple Anthony Walongwa, Randall Colomwani à l'époque, enfin des joueurs de ce type-là, où c'est des joueurs à l'époque qui s'entraînaient avec les pros et qui s'entraînaient avec la réserve. Il n'y avait pas Colomwani dans le lot, mais tu avais quelques joueurs de Ok. ce type-là. Et plus nous, les jeunes, qui arrivaient de 19 en réserve, et plus d'autres mecs qui étaient déjà en réserve. Donc en fait, ça faisait un gros effectif où c'est dur de se faire sa place avec une grosse concurrence, avec un avantage pour les plus anciens, où le coach il voulait forcément plus faire jouer les joueurs avec de l'expérience. Ouais. Et donc ouais, non, j'ai fait une saison blanche. J'ai dû faire peut-être un ou deux matchs. Et donc ouais, saison blanche, donc saison un peu compliquée, tu vois, où ça se passe pas bien du tout pour moi. Où je me dis, en plus j'étais en dernière année de contrat. Donc ouais, là, ça s'est Ok. passé comme ça. Est-ce que tu gardes des liens avec tes anciens coéquipiers ou des coachs ou qu'importe des gens dans le staff du FC Nantes? Ouais, j'ai pas mal de. Bah, il y a ouais, quelques mecs de ma génération, dont certains avec qui je suis encore très bon pote, tu vois. Et non, ouais, sinon après, il y a d'autres gars de la génération avec qui tu sais, tu gardes contact. Tu parles un peu moins, mais il y a toujours un petit peu de contacts qui sont là. Et ça fait toujours plaisir de voir, tu sais, quand on a un qui signe quelque part ou qui réussit, qui fait un pas en Ligue 1 ou en Ligue 2 à droite à gauche. Franchement, ça fait toujours plaisir. On a gardé des bons liens. Pas avec tous, bien évidemment, mais on a gardé des bons liens et quelques coachs aussi, ouais,
Coach que j'ai eu en U16, Francis Liègre ou même Stéphane Ziani plus tard. C'est des coachs avec qui j'ai des contacts encore. Ouais. Est-ce que si tu avais un jeune qui te dit maintenant je vais signer au FC Nantes, est-ce que tu as des conseils à lui donner? Un truc qui t'aurait permis toi d'être plus fort ou je sais pas, progresser mentalement ou physiquement? Qu'est-ce que je pourrais. Je pense tout simplement. C'est tout bête, mais prends du plaisir, te mets pas trop de pression, hein. Parce que ça peut vite. Il y a eu pas mal de joueurs avec qui j'ai joué quand j'étais plus jeune, genre tu vois, U11, U12. Et c'est des joueurs qui, genre, d'un coup, il y a deux joueurs, c'est arrivé où ils ont dit, bah moi je pars de Nantes. Et même pas ils changent de club ou tout ça, c'est juste ils arrêtent le foot quoi. Ils Par arrêtent manque le foot, d'envie ou? bah, parce que tu sais, dégoûté un peu du foot, je pense. Ok. Dégoûté un peu, mentalement, tu sais, c'est assez dur. Et bah, t'en as qui, dès le plus jeune âge, ce genre, entre guillemets, de pression, même s'il n'y a pas Ouais. énormément de pression, mais des fois, c'est souvent eux-mêmes qui se la mettent, les joueurs, la pression, ou surtout les parents, tu vois. Ok. Des fois, t'as l'entourage, les parents qui mettent beaucoup de pression sur des jeunes, leurs enfants qui ont, tu vois, 10, 12 ans, alors qu'à cet âge-là, c'est plus, un hobby, tu vois, c'est une passion. Tu fais du foot pour jouer avec tes potes, pour prendre du plaisir. Et c'est surtout ça, quoi. Donc je dirais, ouais, parce que forcément, de la pression, il y en a plus tu avances, quand tu arrives au centre de formation et tout, parce que tout le monde a le même objectif, d'aller pro, d'aller là-haut, mais ouais, pas trop de pression. Ça Pas trop de marche. pression. Après, donc tu fais une saison blanche avec la réserve. C'est ta dernière saison ou non? Je crois que tu commences celle d'après. Non, Je- c'était ma dernière saison. Dernière saison et après du coup, c'est quoi le projet à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est de retrouver un club en France au début, je me dis. Trouver un club, tu vois, de N2 national. Dans ma tête, c'était ça, mais c'était très compliqué parce que je sors d'une saison blanche. J'ai pas d'expérience au niveau, entre guillemets, semi-pro, tu vois, c'est que du niveau de jeune, U19, U17. Et donc j'ai vite compris que ça allait être compliqué, tu vois. Très compliqué de trouver. Donc après, je me suis dit pourquoi pas me partir de France, aller en Europe ou quelque chose comme ça. Et puis après, il y a mon coach de l'époque, Stéphane Ziani, qui était coach de la N2 à l'époque avec moi. Qui est Et toujours coach, je crois d'ailleurs. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il me dit, ouais, Tom, il y a un projet, je pense, qui pourrait t'intéresser. Et puis là, c'est là qu'il me parle des États-Unis. Comme quoi, le projet de faire sport-études, de jouer avec une équipe universitaire, faire les études en même temps à côté et tout ça. Et il m'a mis en contact avec une agence justement qui s'occupe d'emmener des joueurs aux États-Unis. Parce que tu peux pas rentrer directement en contact avec, Ouais. en tant que joueur directement avec des universités. Enfin, t'as aucun contact là-bas, c'est trop compliqué. Et donc je suis passé par cette agence et puis après ça s'est fait comme ça. Ok. Des appels avec des coachs d'université. Puis voilà. Et pourquoi les États-Unis et pas, je sais pas, est-ce que tu aurais pu signer dans un club en N3 ou R1 pour te relancer ou pas du tout? C'était vraiment. Ouais, je pense après, j'ai pas eu d'offre, mais tu vois, je pense que j'aurais pu trouver un club de N3 dans le coin. Mais après, j'ai mûrement réfléchi et je me suis dit, bah, le fait de partir aux États-Unis, euh, c'est vraiment un projet sport-études. C'était en fait comme le pôle sport à l'époque Ouais. quand j'avais 14 ans. Et donc en fait, déjà, je continue à faire du foot tous les jours. Donc tu vois, entraînement tous les jours, match, tout ça. Donc déjà, il y a toujours le foot dans l'équation. Et puis je fais mes études en parallèle à côté. Donc tu vois, ça assure un bagage quand même. Ouais. Tu as un diplôme. Et voilà, c'est surtout pour ça au début. Je Ok. me dis les études, un diplôme et le foot à côté, quoi. Donc les études, c'était un facteur que tu voulais pas négliger? Bah, alors, parce qu'en fait, quand j'étais à Nantes déjà, après le lycée, en fait, tu es obligé d'arrêter les études. Enfin, tu peux pas faire, Oui. tu peux aller dans une fac ou faire un BTS. C'est pas possible parce que tu t'entraînes tous les jours, l'emploi du temps n'est pas adapté. Et, Ah, t'avais euh, essayé, je crois, tu m'as dit? et justement, j'avais essayé avec un pote à moi, Léo Jousselin, qui jouait à Nantes à l'époque. Et on avait essayé de reprendre un BTS, on avait fait un BTS. Et au bout de 3 mois, on a arrêté parce que c'était pas possible. En Ah, par fait, l'emploi du temps et tout? on était allé 3 fois dans 3 mois. Ouais. Et après, l'école, elle ne s'adapte pas à ton emploi du Oui, temps, c'est bah toi, oui, tu oui. t'adaptes. Et donc, ouais, j'avais toujours eu dans un coin de ma tête le fait de quand même, tu vois, reprendre les études ou au moins d'avoir un bagage, tu vois, Ok. d'avoir un diplôme à la clé en faisant une formation ou enfin, des études, un diplôme. Et,
parce que même au-delà de ça, le fait de faire tout le temps que du foot, tous les jours, quand tu es au centre de formation à Nantes, et tu sais, tu côtoies toujours les mêmes personnes et c'est un milieu différent. Et le fait, je trouve, d'avoir quand même des études à côté, et tu sais, tu côtoies différents types de personnes avec un différent train de vie. Donc ça t'ouvre vachement et ça te garde un peu les pieds sur terre, je trouve. Donc c'était plus aussi dans ce sens-là que je voulais reprendre les études. Et donc ouais, ça a joué aussi dans l'équation le fait de reprendre les études aux États-Unis. Comment, à partir du moment où tu contactes l'agence, enfin l'université américaine, c'est quoi le process? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça se passe comment? Ça n'a pas été trop long. Ça n'a pas été trop long. J'ai dû rentrer en contact avec eux mi-juin. Ouais, début juin par là. Et puis après, c'est une question de remplir des papiers, tout ça. Comme en France? C'est ça. Et puis après, ils me mettent entre guillemets sur une liste des transferts. Ok. Où les coachs universitaires ont accès à cette liste. Et c'est là que c'est de là que ça commence. Où après, dès qu'il y a un coach qui est intéressé par toi, une équipe, et l'agence te le fait savoir. Et puis après, tu rentres en contact. Donc moi, j'ai dû trouver une équipe fin juillet, je pense. Mi-juillet, fin juillet, donc très tardivement. Ok. Parce que là-bas, la saison, en fait, c'est de août jusqu'à mi-novembre. Donc c'est très court. Donc en fait, à la fin de la saison jusqu'au mois de mai, c'est là qu'ils font leur recrutement. Donc moi, à l'époque, au mois de juin, juillet, moi, je me rappelle, l'agence, le gars avec qui j'étais en contact, il m'avait dit, je te garantis rien. Tu peux trouver quelque chose, mais là, vu la période, ça peut être compliqué, quoi. Donc ouais, ça s'est fait comme ça. Ok. Niveau scolaire, là-bas, parce que j'ai cru comprendre que tu parlais pas du tout anglais. Non, pas du tout. Hein. Ça se passe comment? Tu t'intègres comment aux universités américaines? T'as dit quoi à la fin Tu de ta t'adaptes comment au début? Par rapport à la langue, par rapport à... Au début, hyper compliqué. Je parlais pas un pet d'anglais quand je suis parti là-bas, mais zéro. Mais après, vu que dès début juin, je savais que je voulais partir là-bas, T'as et commencé de début juin jusqu'à début août, mi-août quand je suis parti, tu sais, mais c'est des petits trucs bêtes, mais même chez moi, tu vois, j'essayais un peu d'apprendre 2-3 mots, juste dire bonjour, tu vois. Il faisait l'américain. Ouais, clairement. Et même juste le fait de faire ça pendant 2 mois, ça m'a un petit peu aidé, on va dire. Ouais. Et puis les appels que je faisais avec les coachs, il y avait un traducteur qui était là quand même. Ah, quand même Ouais, il y avait un sinon c'était mort. C'était impossible de se comprendre avec le coach. Non, impossible. Au début, ouais, super compliqué. J'arrive là-bas, je parle zéro anglais. Puis même les cours, ça va être... Ouais, les cours, bah oui. Tu vas rien comprendre, en fait. Je comprenais rien. Je comprenais rien au début. Après, tu as toujours des personnes qui sont là pour t'aider, si tu veux. En fait, tout est fait. Aux États-Unis, les études, c'est vraiment... le sportif est vachement mis en valeur. Ok. Contrairement en France et en Europe, ou chez d'autres pays, ça peut être comme ça. Le sportif est mis en valeur. Donc, c'est-à-dire que si tu es dans l'équipe, par exemple, de foot ou même l'équipe de basket, tout ça, dans le staff déjà de l'équipe de foot, tu as tous les coachs, staff médical, tout ça, mais tu as aussi des personnes qui sont là pour vraiment t'aider que sur le plan académique. Ok. Donc c'est là, ils vont te préparer limite un emploi du temps. Si tu as un problème, tu viens leur poser des questions, ils vont t'aider. Si tu as des déplacements pour faire des matchs, c'est eux qui vont prévenir les profs, tout ça. Enfin, vraiment, et puis surtout quand tu arrives, moi j'arrive, au début, je parle pas un peu d'anglais, ils le voient bien, donc ils sont encore plus là pour m'aider. Ok. Donc c'est hyper bien encadré, franchement, donc ça m'a beaucoup aidé, on va dire, au début. Mais après, quand tu es en cours, il n'y a personne pour t'aider, tu vois. C'est toi contre toi-même. C'est toi contre toi-même. Hein. C'est toi et ton niveau d'anglais. Et même sur le terrain, c'est pareil. Parce que j'avais 0 français autour de moi dans l'équipe. Ok. Donc, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers? Enfin, qu'il y en avait de plus en plus? Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'étrangers, donc pas mal de mecs qui viennent d'Europe. Ok. Pas mal de Sud-Américains aussi, même t'en as qui viennent d'Asie, du Japon, d'Australie, enfin ça vient de partout en fait. Donc sur le terrain, c'est les mots de base? Ouais, mais après le truc c'est que si tu veux, tous les étrangers qui viennent, je me suis rendu compte que en fait tout le monde parle bien anglais. Ah, Ils y a ont que déjà, toi? ouais, les Français, nous c'est chaud. Moi je parlais zéro anglais et les autres ils étaient limite déjà bilingues. Il y a un Danois qui jouait dans mon équipe, il était déjà bilingue avant de venir. Ouais, parce que eux, c'est Je plus dis, mais poussé dans leur pays. t'as appris où l'anglais? À l'école. Logique en vrai, mais nous, c'est pas. Je connais pas, moi. Ouais, je connais pas. Après, tes cours, c'est les mêmes cours qu'en France? C'est quoi le diplôme déjà, du coup? C'est business.
C'est comme en France, qui voit quoi? Ouais, bah, en gros, c'est un bachelor de Ok. business que je fais. Donc c'est des cours, donc t'as des maths et tout en fait du coup? Ouais, bah, ouais, t'as vachement de cours qui sont hyper généraux. Donc, des cours que tout le monde doit faire, en fait. Ouais. Et puis après, t'as des cours spécialisés en fonction de du Ok. cursus que tu choisis, quoi. Maintenant aujourd'hui, là, t'es bilingue maintenant? Ouais, ouais, ouais. Ça se passe Ouais, ça mieux fait sur le 3 ans terrain, maintenant, sur. ouais, je suis bilingue, ouais. Ok. Quelle différence majeure tu vois entre ce qui se passe en France au niveau du système français et ce qui se passe aux États-Unis? Par rapport, je sais pas, le sport, les études. Bah, je pense que la grosse différence, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment que le sportif est mis en valeur. Ok. Et donc, tu es là, bien sûr, tu es avant tout un étudiant. En fait, ils appellent ça un student athlète, donc tu es un étudiant athlète, mais tu es vraiment un étudiant avant d'être athlète. C'est-à-dire que, par exemple, quand à chaque fin de semestre, tu as la dernière semaine où c'est la période des examens finaux, et bah là, il n'y a pas d'entraînement. Ok. Tu vois, tu n'as pas le droit de t'entraîner, c'est pas possible. Le coach, il peut pas mettre une séance d'entraînement parce que c'est vraiment la priorité aux études. Et donc ouais, je dirais ça. C'est vraiment ils mettent en valeur le sportif et c'est dans la culture en fait là-bas. C'est dans la culture, c'est pour ça qu'ils font ça et en fait c'est normal. Vu que c'est dans la culture, pour eux c'est normal de faire ça et il y a aucun débat quoi. Il n'y a pas de jalousie. Oh, ils prennent plus soin de lui ou Ok. ils passent plus de temps Ok. avec lui ou lui il a une bourse un peu plus élevée alors que juste il fait tu vois du foot ou juste il fait du. C'est vraiment normal en fait. Du coup, tu arrives à Iona, à New York, qui est une université américaine. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance, du niveau, de la mentalité qu'il y a là-bas? Et bah ouais donc c'était dans la ville de New Rochelle à côté de New York en fait ouais. Ok. Et non bah franchement super ambiance. Il y avait beaucoup d'Européens, déjà beaucoup d'étrangers, des non-américains. Donc déjà on a tous à peu près le même parcours Ouais. dans le sens où on a tous quitté notre pays et on arrive, il y en a pas mal qui ont eu comme moi des difficultés au début pour parler anglais, tu vois, un minimum. Donc on a un peu le même parcours, donc tout de suite ça crée un peu des liens, tu vois, entre chacun. Et puis bien sûr tu habites sur le campus, tout le monde habite Oui. ensemble, tu es dans la même chambre et tout, donc tu passes tous les jours en fait avec les mêmes mecs. Donc rapidement tu crées des liens. Et au niveau du foot, franchement, on avait des bons petits joueurs. Après, moi, quand je suis parti, je savais vraiment rien. Par rapport à quoi? Au niveau du foot? Ouais, genre en rapport enfin, le niveau des championnats là-bas. Ok. Parce que juste pour la faire court, en fait, dans le championnat universitaire, tu as peut-être 200 équipes. Donc, Ok. tu as 22 conférences. Dans tout le pays, du coup. Ouais, tu as Ok. 22 conférences. Et dans les 22 conférences, bien sûr, en fait, les 22 conférences, elles ne sont pas du même niveau. Et donc, Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. c'est ça. Et moi, dans ma tête, quand je suis parti, je pensais que vraiment c'était à peu près, tous à peu près le même Ouais. niveau, tu vois, c'était équilibré. Et en fait, pas du tout. Je suis arrivé dans l'équipe de Iona qui joue dans limite la pire conférence du pays, tu vois. Et, et moi, au début, je le voyais pas parce que nous, notre équipe, on avait une superbe équipe, tu vois. Des mecs qui viennent d'Espagne, tu vois, des mecs qui ont fait le centre de formation à Atlético Madrid, Ah oui, donc t'as quand même Retafe, des centres de formation en Argentine, Boca Junior et tout. Enfin, t'as vraiment des joueurs comme ça, des très très bons joueurs. Mais c'est après quand tu vois le championnat, les matchs, il y a un minimum de niveau, tu vois. C'est Par quand même- rapport en France, ça se situe à quel niveau? Bah, à peu près. le championnat où je jouais, je sais pas, je dirais R1, tu vois. Ah oui. Ouais, mais le championnat où je jouais avant, je dirais R1, ouais. Ah, donc la meilleure, c'est vraiment un très très bon niveau là. Ouais, non, il y a un bon niveau. Ok. Ouais, t'as des bons joueurs de partout en fait qui viennent de partout. Ouais, c'est ça, il y en a de plus en plus maintenant, Ouais, de toute ouais, façon. C'est quoi ton moment? Est-ce que tu as eu un moment là-bas un peu plus dur que les autres, genre un isolement, une blessure qui t'a fait que. Je dirais le début surtout. Le début avec la langue, ouais, le fait de ne pas parler anglais, tout ça. Il y avait des moments où c'était un peu compliqué. Un peu compliqué. Et après, sinon, quand j'ai eu ma blessure l'année dernière à l'épaule, Ouais. ouais, fracture de la clavicule, c'était l'opération. Puis après, là, c'était une période un peu compliquée, mais parce que le fait d'être loin de la maison, de la famille, des amis et tout. C'est un peu plus compliqué, on va dire, mais ouais, je dirais ces deux moments-là. Après, ça se passe comment quand t'es. Du coup, tu te fais la clavicule? Ouais. Tout est pris en charge par le club, ça se passe comment? Ouais, tout est pris en charge par l'université.
En fait, Heureusement. ouais, ouais, heureusement. Parce que, en fait, dans la bourse, c'est compris qu'ils ils me prennent en fait l'assurance. Ok. Et heureusement, parce que après, j'avais reçu un mail avec la facture de l'opération, avec la nuit à l'hôpital, enfin, tout ce qui est tout ça. 50 000 euros. Et c'était une nuit? Ouais, une nuit. Une nuit, l'opération, 50 000 euros. J'ai fait, wow, heureusement. Ah, c'est je crois qu'ils facturent au point de suture, un truc comme ça. Mm. Ah, ça Ah, fait... sinon, je pense que je serais resté sur le carreau. Je serais resté sur le carreau, 50 000 euros, costaud. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution en tant qu'homme et sportif quand maintenant que tu reviens des fois sur Nantes, enfin le fait que d'avoir joué aux États-Unis, est-ce que ça t'a fait évoluer sportivement et individuellement? Ouais, totalement. Je le ressens plus au niveau humain, tu vois, le fait bah, d'être parti, c'est un changement total de vie. Au début de partir, arriver aux États-Unis, parle pas la langue, Ouais. rencontre enfin tout type de personnes, tu fais des rencontres et en même temps de reprendre les études. Donc ouais, non, un gros changement et ça m'a énormément appris sur tout point de vue, tu vois. Parce qu'en vrai, au niveau sportif, après, enfin, ça reste du foot. T'as peut-être un peu du style de jeu qui change, ou vas-y, Ouais, c'est peut-être un peu ça plus reste le jeune. sport. Hein. Mais ça reste la même chose. Donc voilà, mais surtout, ouais, je dirais sur le côté, enfin, humainement parlant, c'est ça ça m'a Ok. beaucoup changé. Ouais. Avec le recul, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Et sinon, si tu changerais quelque chose, pourquoi? Euh, je pense que ouais, je pense que je changerais pas parce que je me suis déjà posé la question. Quand j'étais aux États-Unis, à une période, je me suis dit, ah, si ça s'était passé autrement, tu vois. Mais en vrai, si ça s'était passé autrement, j'aurais pas vécu tout ça. Oui. Et c'est sûr que bah, ma dernière année à Nantes, la saison blanche, le fait de ne pas être prolongé, tout ça, bah, ok, est compliqué. Mais bon, c'est ça qui fait aussi que maintenant je suis aux États-Unis et que j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne aussi, de par mon expérience à Nantes. Surtout avec le coach Stéphane Ziani que j'avais à l'époque, qui m'a beaucoup aidé enfin, en dehors du terrain pour surpasser en fait cette période qui était compliquée. Et même ouais, toute l'expérience qui va aux États-Unis avec ce que je vis, ouais, non, aucun regret. Je pense que si je devais le refaire, je le Ok. referais pareil, honnêtement. Tu as parlé 3 fois de Stéphane Ziani. Ouais. C'est un coach qui t'a marqué à Nantes? Ouais, parce que bah déjà, c'est son fils, il a 1 an de moins que moi. Et Sacha? Sacha, ouais, Sacha Zani, il est arrivé à Nantes à peu près dans les mêmes âges que moi. Et donc, tu sais, souvent le week-end, les parents, ils se voyaient. Ouais. Et donc, en dehors du terrain, déjà, il me connaissait, enfin, on se connaissait. Il nous suivait en fait sur les matchs, tout ça. Et puis après, je l'ai eu en U19 Nations pendant 2 ans. Et quand je suis allé avec la réserve, il passait avec la réserve en tant que coach aussi. Donc je l'ai eu 3 ans en tant que coach quand même. Et puis même, Stéphane Ziani, c'est un bon coach, mais surtout une super personne, tu vois. Et comme je te dis, qui m'a beaucoup aidé en dehors du terrain, qui m'a fait comprendre pas mal de choses dans des périodes compliquées. Et même quand ça se passait bien aussi. Donc ouais, non, Stéphane Ziani, mais j'ai encore des bons contacts avec lui. Ouais. Donc non, bah, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai peut-être cité 2, 3 Ouais, bah fois. oui. Mais c'est pour ça que je te demande la question. Ouais. Parce que... Est-ce que tu conseillerais à un jeune joueur français qui veut partir aux États-Unis, enfin de partir aux États-Unis, et avec quelles conditions si Bah ouais, je pense que si c'est un joueur qui il a la possibilité de vraiment en travaillant dur, enfin ici il sent que c'est proche, il est proche du but ici en France ou en Europe et qu'il peut accéder au monde pro d'ici peu assez rapidement, et bah qu'il reste ici. Mais si il voit que parce qu'il y a une très grosse concurrence, tout le monde fait du foot, c'est le sport oui, bah principal oui. en France et même en Europe. Donc si tu vois que ça peut être un peu plus compliqué plutôt que tu vois devoir peut-être rester en N3 ou tu vois trouver un club dans le coin où c'est très bien, hein, je dis pas le contraire, mais tu sais c'est beaucoup plus compliqué. T'en vis pas forcément en N3 où tu fais des déplacements tous les week-ends et t'es pas forcément récompensé financièrement parlant. Et donc je pense que c'est peut-être mieux de partir, tu vois, aux États-Unis, le fait de passer un diplôme. Tu continues quand même à faire du foot tous les jours, c'est vraiment comme un centre de formation, quoi. Ouais. Et avec des infrastructures en plus de clubs professionnels, en fait. Donc, tu as salle kiné, tu as 2, 3 kinés, Ouais. des bains froids, des bains chauds, tu as des grands. Enfin, enfin, c'est vraiment pareil, quoi. Donc, je pense que, ouais, je conseillerais, je pense, de partir, pourquoi pas aux États-Unis, si l'occasion elle se présente Ok. ouais, à quelqu'un. Ouais.
tu te vois revenir jouer en France ou pas? Ou maintenant que tu as goûté aux États-Unis, tu pourrais rester là-bas? Pourquoi pas rentrer en France, ouais. Après, là, tu vois, il me reste 1 an avant que j'ai mon diplôme, donc c'est ma dernière saison. Et après, bah, le but, c'est de retrouver un projet quelque part. Donc, forcément, je pense qu'aux États-Unis, j'aurais peut-être plus de propositions, entre guillemets, mais plus l'occasion de retrouver quelque chose, vu que ça fait 4 ans que je serai là-bas. Ouais. Mais après, même rentrer en Europe, ça me ferait pas du tout peur. Et au contraire, pourquoi pas rentrer en Europe ou en France, même carrément. Par rapport à la famille, ça joue aussi du coup? Ouais, bah, c'est sûr que ça me rapprochait de ma famille, de mes amis, donc c'est sûr que ça serait un plus, ouais. Parce que tu les as pas beaucoup vus du coup, là, ta famille, depuis que tu es aux États-Unis? Enfin, tu les vois beaucoup moins. Ouais. C'est Bah, surtout toi qui rentres? Ouais, bah, oui, c'est moi qui rentre. En fait, à chaque fin de semestre, l'hiver, je rentre 3 semaines pour Ok. les fêtes de fin d'année. Et l'été, souvent, je rentre 2 mois. Deux Ok. mois, parce que c'est là, en fait, où l'école elle est fermée. Ok. Et, aux États-Unis. Et donc, ouais, je rentre 2 mois, donc c'est là où j'ai l'occasion surtout de revoir ma famille et mes amis. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que tu trouves que la voie centre de formation français, université américaine, c'est un vrai modèle d'avenir? Enfin, est-ce que tu penses que ça peut se développer ou J'ai jamais trop pensé, mais c'est vrai que je pense que ça peut vachement se développer à l'avenir. par rapport à Genre quoi? devenir un parcours Classique, entre guillemets? ouais, classique ou très populaire, Ouais. qui se popularise de plus en plus. Parce qu'en fait, le niveau universitaire aux États-Unis, il s'améliore d'année en année. Parce que eux, ils ramènent beaucoup de joueurs européens. Ou, et donc ça augmente le niveau Oui, du en coup, fait footballistique là-bas. logiquement. Et j'avais entendu parler récemment qu'ils voulaient faire passer la ligue universitaire en fait en niveau semi-pro. Genre serait catégorisé comme semi-pro en Donc fait. le niveau où tu joues actuellement? Ouais, c'est ça. Ok. Donc je crois que c'était en 2026 ou 2027, un truc comme ça. Ouais, donc ça, là, tu vas finir en 2026 ton contrat. Ouais, c'est ça. Donc s'il y a ce changement, ça peut être une belle opportunité de continuer. Continuer là où je suis. Ouais, Bah après, si t'es pas en études, si tu fais pas un diplôme, tu peux pas rester jouer dans ok. l'équipe Il faut universitaire. forcément trouver un club. C'est ça. Donc je pourrais pas rester. Mais pour répondre à ta question, ouais, je pense que ça va se populariser de plus en plus. Déjà, Ok. ça s'est fait durant les 10 dernières années, où il y a 10 ans, tu en avais peut-être très peu qui partaient. Ouais. Au moment, personne n'en parlait. Et maintenant, bah, ça se fait de plus en plus. Et j'entends très rarement des mecs qui sont partis là-bas aux États-Unis et qui n'ont pas kiffé Ouais. leur expérience, tu vois. Le retour il est assez positif en Ouais, général. ouais, totalement. Donc, On va faire 3 questions assez rapides pour finir. vas-y. 3 mots pour décrire ton style de jeu. 3 mots. Je dirais simple, efficace. Pourquoi tu rigoles? Simple. Non, moi je joue simple. Simple, efficace et ouais, dur sur l'homme. C'est pour Kenny celle-là. La grande différence entre un vestiaire français et un vestiaire américain. La musique, je pense. Ah ouais? Ils mettent pas trop la musique, l'enceinte et tout. Ah, y a pas trop ça? Si, il y en a, mais moins, tu vois. Moins qu'en France ou Ouais. quand tu joues à Nantes. Ouais, je sais qu'en France, c'est dans le vestiaire, peu importe ce que tu fais, tu restes 2 minutes, une demi-heure, 1 heure, tu mets la musique, quoi. Le joueur avec qui tu rêverais de partager un terrain. C'est pas noté. Attends, parce qu'il a levé la main, j'étais à deux doigts de dire son blaze. Oh putain. Je dirais Thiago Silva. Par rapport à quoi? Ah, parce que c'est mon joueur préféré. Ah, est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Rituel d'avant-match. Non, en vrai, j'aime pas de rituel d'avant-match. Rien du tout? Non, rien du tout. Tu préfères Atlanta ou Nantes pour y vivre ta vie? Ouh. Je dirais Nantes quand même. Par rapport à. Parce que tu viens de Nantes ou. Bah non, bah là, parce que le choix c'est Nantes ou Atlanta, donc je dirais un peu parce que c'est. Il y a tous mes proches qui sont autour. Ouais. Mais après, ouais, je dirais Nantes. Ça aurait changé quelque chose si j'avais dit Nantes ou New York? Non. Non. Ok. Tu préfères mettre un but de la tête à la dernière minute ou faire un tacle pour sauver un but à la dernière minute? Ou un tacle. Un tacle? Ouais, tacle. Et Coupe du Monde ou Ligue des Champions? Coupe du Monde. La dernière, Messi ou Ronaldo? Messi. Ça marche. Ah, logique. Messi Merci. ou Ronaldo? Attends, Messi ou Ronaldo? Ah, moi, Messi. On est corda, Allô? on est corda.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était un plaisir d'avoir Tom sur la chaîne. Merci à Tom d'être venu sur la chaîne. Et puis merci à vous aussi parce que c'est grâce à vous que le projet avance. C'est grâce à vous et à mes proches qui sont toujours là tous les jours. Là, aujourd'hui, il y a Malo qui est derrière la caméra pour s'assurer que ça filme bien. La dernière fois, c'était Melvin et au premier épisode, c'était Malo. Non. Et au premier épisode, c'était Louis. Donc voilà, c'est grâce à vous et aussi grâce à mes proches. Donc le projet continue d'avancer. Il ne s'arrêtera pas. Et voilà. Donc merci pour avoir regardé l'épisode. C'était Quentin. Ciao.